Alors, le sujet, c'est bien sûr la République et l'islam de France, au bout de 40 ans d'expérience, mais effectivement, la plupart des auteurs qui sont avec moi, à mes côtés, sont des gens qui ont peut-être pas traité directement du sujet, mais indirectement, souvent, mais qui chacun est dans un domaine propre. Donc, du coup, c'est intéressant parce que on va confronter finalement non pas des avis différents, mais des points de vue différents ou des points de perspectives différentes sur le sujet. Je vais commencer avec Agnès Deféo, sociologue, mais aussi documentariste, d'accord. Travaillait depuis 2008, c'est quand même considérable. Ça fait, oui, plus de 20 ans, 10 ans, c'est ça. 13 ans, pardon, excusez-moi, de 20 ans. Oui, je vais trop vite en manœuvre. Mais sur le sujet du niqab et du voile. Voilà, je travaille depuis 13 ans sur le niqab en France. Voilà, le niqab. Depuis 20 ans sur le niqab. Voilà, un peu dans le monde, en dehors du monde. Tu as travaillé aussi, il ne faut pas oublier, en Extrême-Orient, au Cambodge en particulier, et donc avec ce métier de documentariste. Et c'est intéressant parce que, bon, là tu as soutenu une thèse l'année dernière, hein, 2019, oui, oui, déjà, sur les filles, comme tu dis, des filles niqabées, hein, c'est le terme exact que tu utilises, et ça s'appelle Derrière le niqab. Il a été publié des éditions donc Actes Sud, Armand Collin, pardon, en 2020 sous le titre Derrière le niqab. Voilà. Alors, évidemment, quand on se reporte au sujet initial, comment tu abordes la chose, c'est intéressant parce que, dans le fond, tu as étudié non pas les niqabés seulement, mais aussi la question du voile, de hijab, depuis déjà donc une vingtaine d'années. On sait que c'est apparu vraiment d'une actualité à partir de 89 en France. Et bon, la question que j'ai envie de poser tout de suite, quel regard de transversal tu portes de l'intérieur, hein, du suivi de toutes ces activités, dont celle du niqab, de ces 20 dernières années, par rapport au regard de la société française? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que c'est monté en puissance? Enfin bon, globalement, comment on peut lire un petit peu au travers de hijab et du niqab une histoire, peut-être prétentieuse, de l'islam de France? Merci beaucoup Bernard pour cette invitation et je rappelle que Bernard a été le premier lecteur parce qu'il a relu les épreuves de mon livre, donc c'est l'occasion de le remercier ici. Alors donc le travail que j'ai fait sur le voile intégral donc depuis 13 ans en France et le fait que je travaille aussi sur les signes extérieurs d'islamité chez les femmes m'ont montré, en tout cas pour la France, une augmentation du phénomène parce qu'il faut rappeler que les femmes voilées, avant les années 89, dans les années 80, c'était quand même le fait des primo-arrivantes. Donc c'était les femmes qui arrivaient du bled, hein, qui arrivaient en France, notamment avec le regroupement familial dans les années 70. Et en général, les jeunes générations ne portaient pas le voile, le hijab. Et celui-ci a commencé à faire son apparition chez les jeunes françaises, donc d'origine musulmane, dans les années 80 avec l'affaire de Creil au collège en 89 et qui va débuter toute une décennie de polémiques jusqu'à la loi de 2004 d'interdiction des signes religieux à l'école. Et donc, ce qui est vraiment intéressant dans le travail que j'ai fait, donc moi j'ai commencé surtout à travailler à partir de 2000, c'est de voir que ces signes extérieurs d'islamité sont devenus de plus en plus importants chez la jeune génération des jeunes femmes nées en France. Avec la loi d'interdiction du dissimulation du visage qui a été votée en octobre 2010, on va voir un autre phénomène apparaître qui est celui du voilement du visage. Donc le voilement du visage était un costume rarissime avant 2008. Donc 2008, c'est le moment où je commence à faire ma recherche en France, tout simplement pour des raisons logistiques, parce que mon directeur ne voulait pas que je continue à travailler en Asie du Sud-Est. Donc il m'a dit, voilà, si vous voulez continuer à travailler sur ce sujet, il faut rapatrier votre thème en France. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en France en 2008 et c'était un non-sujet, quoi. C'était très difficile de rencontrer des femmes qui portaient le niqab. En 2009, on a l'apparition d'une polémique
en juin, avec le lancement d'une mission parlementaire pour l'interdiction du voilement du visage. Et là, ça va mettre le feu aux poudres. On va voir de plus en plus de femmes qui vont commencer à porter le niqab et qui va devenir un objet désirable. Et j'ai même vu des femmes qui se convertissaient à l'islam pour porter le niqab. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est le sujet de mon livre. J'ai fait quelques portraits de ces femmes qui ont décidé d'être des néo-niqabés. Bon, j'appelle ça néo-niqabés. Bon, on pourrait en discuter longtemps sur la terminologie, mais c'est pas le sujet de la table ronde. En tout cas, pour moi, les différentes lois d'interdiction du voile et du voilement du visage, toutes ces lois restrictives qui concernent les femmes musulmanes ne font que exacerber le phénomène du voilement des femmes. Voilà, donc ça c'est un peu, si je devais résumer mon étude, ce serait ça, c'est-à-dire que plus on parle dans les médias de l'islam et du salafisme et de ces représentations-là, plus des jeunes qui sont en recherche de transgression vont adopter ce costume. Voilà, pour moi, l'islam visible, c'est une revendication identitaire subversive. Voilà. Ok, merci. Bon, petite introduction, on reviendra sur le sujet peut-être avec des questions croisées. Simplement, je vais me tourner du côté de Pierre Conessa. Oui. Et, bon, qui est un ancien haut fonctionnaire, hein, qui a travaillé sur des sujets de géopolitique, stratégie pendant longtemps, et qui, effectivement, s'est signalé peut-être plus récemment, depuis 6-7 ans, à l'occasion des attentats dominicains en particulier, a travaillé beaucoup plus spécifiquement sur la zone donc, du monde musulman. Hein. Et donc, du coup, il a bon, je ne parlerai pas de tous ces nombreux essais qu'il a fait auparavant, mais c'est la liste très longue, mais simplement oui, il y a... Alors, l'ouvrage le plus récent, c'est quand même, et c'est pour ça que ça nous intéresse par rapport au sujet, c'est le lobby saoudien en France. Parce que bon, il nous interpelle, qui est paru en 2021 chez Desnoël, et qui nous interpelle effectivement plus directement sur l'influence étrangère par rapport à l'islam de France. Effectivement, donc c'est un sujet volontairement provocateur d'ailleurs par rapport en disant où tu prends des positions vraiment claires et nettes par rapport à l'influence saoudienne. Mais d'un autre côté aussi, tu dis, a écrit un livre auparavant que c'est sur Robert Raffaele, avec Dieu, on ne discute pas. Donc du coup aussi, qui est assez critique par rapport à l'apport des religions en général, pas simplement sur l'islam. Bon, et tu as consacré un ouvrage en 2016 qui s'appelle Le guide du petit djihad, du petit djihadiste, où effectivement tu décris par le menu comment le djihadiste est amené, le jeune djihadiste est un Européen, est amené à s'engager en Syrie. Donc c'est un sujet beaucoup plus l'extrémisme religieux, pour faire court, bon, est très très présent. Et simplement là, bon, je pose une première question. L'influence étrangère, bon, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, en quelle mesure, bon, on le sait, il a été dit beaucoup plus, il y a eu des commissions parlementaires hein, qui ont été construites au sujet, etc. En quoi effectivement elle est forte, prégnante ou pas, est-elle encore aujourd'hui dans l'islam de France? Oui, merci Bernard. C'est très élégiaque ce que tu dis, c'est très bien. Je suis très content. Pardon, excusez-moi, je vais parler de plus près. Le processus intellectuel qui m'a guidé, d'abord, effectivement, ça a été d'abord quelque chose sur la fabrication de l'ennemi, parce que j'ai travaillé longtemps dans les affaires stratégiques. Et donc, si vous voulez, le fait de décider que l'ennemi c'est la Chine, aujourd'hui, c'est assez fascinant, accuser la Chine d'être belliciste alors qu'on n'a pas cessé de faire des interventions militaires partout. Si vous voulez, il y a donc un processus intellectuel auquel j'ai contribué d'ailleurs, hein, et qui fait que, notamment sur l'islam, si vous avez tout un discours construit pour en faire une espèce de diabolisation, etc. Ensuite, j'ai écrit un bouquin sur quelque chose qui me paraissait particulièrement grave, c'est que il y a des radicalismes religieux aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous, on est focalisé à cause des attentats sur le fait qu'il y a un radicalisme religieux, il faut bien se rendre compte que toutes les grandes aires religieuses, et pas seulement monothéistes, sont frappées aujourd'hui par une radicalisation.
Aujourd'hui, en Birmanie, si vous voulez, les moines bouddhistes qui sont au pouvoir, c'est pas Mathieu Ricard ni le Dalai Lama. C'est Viratu, c'est-à-dire un type qui prône, si vous voulez, une politique qui a consisté à expulser 750 000 Rohingyas, des musulmans birmans qui avaient été importés par les Anglais. Et je pourrais vous citer l'exemple de l'Inde, si vous voulez, où aujourd'hui, le gouvernement Modi invente des lois d'une créativité absolument totale pour empêcher les musulmans de trouver leur place dans ce pays. Bon, je vous en cite juste une parce que je la trouve tellement extraordinaire. C'est le Love Jihad. Le Love Jihad, c'est une loi qui, aujourd'hui, si une jeune hindouiste se marie avec un musulman, les parents peuvent demander la dissolution du mariage parce qu'ils considèrent que c'est une politique voulue par les musulmans pour convertir des jeunes femmes. Donc vous savez, il faut l'inventer. Si on imaginait une loi comme ça en France, on imagine le schtroumpf que ça provoquerait. Donc, si vous voulez, troisième épisode de ma réflexion, c'est le fait que sur l'Arabie Saoudite, c'est là que Bernard évoquait le sujet, je me suis dit, mais c'est extraordinaire que ce pays, si vous voulez, fait l'objet d'une espèce de, comment dire, de vide spatial dans l'étude académique. C'est-à-dire que personne n'avait jamais cherché à étudier la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, ce qui est quand même assez étonnant. Et je me le suis expliqué de manière assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un bon client et quand on fait des études là-dessus, si on ne veut pas être interdit de séjour en Arabie Saoudite, ben on ne touche pas au sujet. Bon, comme je n'irai pas faire le pèlerinage, je me suis donc lancé sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite est congénitale au régime. Elle naît effectivement quand le régime se constitue, et c'est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire la mission du pays nouvellement créée par la dynastie des Saouds, mais avec la pluie des Wahhabites, c'est de propager l'islam, mais évidemment version wahhabite. Donc il y a toute une politique, mais évidemment c'est une politique contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut défendre les intérêts de l'État saoudien, mais tout en prônant en même temps la propagation de la version wahhabite salafiste du régime, et le faux nez, ça va être la Ligue islamique mondiale. Donc, si vous voulez, tout ça est une étude qui vaut, à mon avis, la peine d'être faite. Et ce qui est très amusant, c'est que j'ai demandé une préface à Védrine, et ce qu'il dit dans sa préface, nous, en tant que ministre des Affaires étrangères, diplomates, etc., nous avons négligé les questions religieuses. Parce que nous sommes un pays de vieille tradition laïque. Et donc, à la limite, nos ambassadeurs ne sont pas formés et ne s'intéressaient pas à ce sujet-là. Et quelqu'un me racontait que dans les années 80, je crois, ou même avant, pardon, il y avait à l'ambassade du Caire, si vous voulez, où les frères musulmans commençaient à être d'un activisme absolu, il y avait un seul jeune stagiaire, si vous voulez, qui allait écouter les prêches dans les mosquées, c'était un type qui s'appelait Gilles Kepel, mais c'était le stagiaire, c'était pas les diplomates, les autres étaient trop occupés avec les cocktails et les réceptions de missions arrivant de France. Donc si vous voulez, il y avait quelque chose qui était une espèce de non-dit, et je me suis effectivement rendu compte que le sujet lui-même n'était pas étudié. Si, il y a Nabil Mouline qui a énormément travaillé sur la question des clercs saoudiens, mais sinon, dans le champ intellectuel français, j'ai trouvé personne. Bon. Il y a même eu un petit bouquin qui s'appelait l'Arabie Saoudite en 100 questions, dans lequel, par exemple, on n'étudiait pas la disparition des 5 princes saoudiens qui ont disparu, si vous voulez, avant Khashoggi. Bon, je me suis dit, tiens, c'est étrange, c'est une question qui a été oubliée. Bon. Pareil, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite n'était pas étudiée. Donc il y a quelque chose qui était un sujet qui m'intéressait. D'où l'arrivée au point final, c'est-à-dire comment fonctionne l'influence saoudienne en France. Alors, très bref, le grand choc, ça a été l'apparition du Qatar. Le Qatar, c'était le nouveau riche. Effectivement, il devenait richissime, il commençait une politique d'un activisme absolu, club de football, chaîne de radio, et puis surtout Al Jazeera, qui devenait la grande chaîne en arabe, reconnue par des professionnels comme une chaîne de qualité. Et le problème de la diplomatie du Qatar, c'est que c'était la diplomatie du carnet de chèques, c'est-à-dire il fallait aller à l'ambassade en expliquant combien on aimait le Qatar, qu'on avait l'intention de je ne sais pas quoi, et donc en général, on repartait avec une aide qui était une aide financière. Bon. Les travaux de Chénaud et Malbruno, qui ont consisté à tracer l'argent, si vous voulez, ont provoqué ce séisme que vous connaissez, c'est-à-dire que d'un seul coup, le Qatar a fermé la banque. Ils ont décidé que... Alors il y avait effectivement un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques qui étaient des habitués du Qatar, et quand la banque est fermée, ben, ils deviennent plutôt des habitués de la banque de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je vous en citerai quelques-uns si vous voulez. Et donc, si vous voulez, vous avez une espèce de corruption de la vie politique française qui a été justement créée par ça. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Saoudiens ? D'abord, ils se sont rendus compte que quand on le faisait mal, ça se retournait contre soi. Donc, ils ont décidé de ne pas faire, ils ne savaient pas faire. Donc, ils se sont agressés à des boîtes de relations publiques. Juste pour vous donner un exemple, il y a une boîte de relations publiques qui vient voir l'ambassade d'Arabie Saoudite à Washington le 12 septembre 2001. C'est une boîte qui s'appelle Corvis, qui leur dit, vous savez, vos affaires vont mal, vous devriez apprendre à communiquer, etc. Corvis est aujourd'hui une filiale de Publicis. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que quand vous avez une boîte qui traite que des dossiers pourris, vous avez intérêt à la filialiser, et donc c'est elle qui s'occupe des intérêts de l'Arabie Saoudite à Bruxelles, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Saoudiens ? Ils sont adressés aux 5 plus grosses boîtes de relations publiques dans le monde.
les 3 américaines et les 2 françaises, Havas et Publicis, sachant que Publicis est aujourd'hui le plus gros opérateur de relations publiques de l'Arabie Saoudite. Et j'en termine là-dessus. Vous avez remarqué qu'avec l'affaire Khashoggi, aucune de ces grandes boîtes n'a renoncé à son contrat. Voilà, donc j'arrête là-dessus, simplement pour vous dire qu'effectivement... Alors, pardon, excusez-moi, la mécanique sociologique est assez simple. L'opinion publique, les Saoudiens s'en foutent. Par contre, pour que les intérêts de l'État soient préservés, 3 cibles. D'abord, les décideurs politiques. Bon, quand un décideur politique va en Arabie Saoudite, il revient toujours au minimum avec une lettre d'intention. La lettre d'intention, vous savez, c'est on dit on va s'engager et négocier pour 10 milliards de contrats quand c'est Valls, 110 milliards quand c'est Trump. Bon, et après, il n'y a pas de contrat, mais ça ne fait rien. L'homme politique rentre ici en disant, vous voyez, avec moi, ça avance. Deuxième cible, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, vous avez le Davos du désert, donc vous allez là-bas. 2 choses. D'abord, vous avez des entretiens avec des conseillers du prince. Et deuxième chose, vous avez un projet mirifique qui s'appelle NEOM, ça doit être 500 milliards de dollars. Vous êtes un homme d'affaires, vous dites, bon, même si j'en gratte 0,5%, j'ai peut-être intérêt à me ménager. Donc, pas de critique venant des hommes d'affaires. Et troisième cible aussi intéressante, c'est les élites de la communauté musulmane à l'étranger, puisque les Saoudiens ont réussi à faire croire que critiquer l'Arabie Saoudite, c'était critiquer l'islam. Alors, pour ça, une technique assez simple, si vous avez une agence de voyage dont le produit phare, c'est le pèlerinage, ben, le jour où l'Arabie Saoudite vous dit « Ah, mais non, cette année, décidément, il y aura moins de visas, Covid, je ne sais quoi », eh ben, vous faites très attention. Donc, le CFCM n'a jamais fait un communiqué sur le Yémen. Voilà. Donc j'arrête là si vous voulez, mais la discussion est ouverte. Merci Pierre. On continuera sur le sujet, bien sûr, après. Maintenant, je voudrais te passer la parole à Rabeh Rachi, qui est politologue, mais qui est surtout politiste, pardon, mais qui est professeur agrégé de sciences économiques. Hein. Donc il enseigne dans un établissement, mais surtout historien. Et pas assez connu, à mon avis, sur son apport déterminant sur l'histoire des relations entre la République française, l'État français même, puisque c'est avant la Troisième République, et la vie religieuse en Algérie depuis 1830. Quand même un apport très très important sur ce sujet, et il nous en parlera parce que la tentation est grande, effectivement, d'arriver une espèce de comparatisme avec toute la prudence qui s'impose, bien sûr, mais il s'intéresse aussi beaucoup à l'islam. Il a publié des articles récemment encore au dernier développement de la politique publique concernant l'islam, et il nous en dira sûrement quelque chose d'intéressant. Il nous dira sûrement quelque chose d'intéressant à ce sujet. Donc je lui passe la parole. Bonjour à tous. Je vais pas parler très longtemps. Je vais simplement présenter par rapport à mes collègues, quel est mon angle d'approche sur la question de la République et l'islam, puisque je m'intéresse finalement assez peu à la période contemporaine, sauf quand je suis apostrophé par l'actualité que des sujets d'agacement m'incitent à écrire des articles, mais sinon ça ne m'intéresse a priori pas. Mon angle d'approche, c'est surtout en fait un angle historique, strictement historique. C'est-à-dire que je vais aux archives, à Aix-en-Provence, à Paris, les archives de la présence française dans les colonies, pour montrer en fait 3 principales choses. La première, c'est que l'islam n'est pas une religion nouvelle. L'islam n'est pas arrivé avec la sédentarisation de populations issues de notre ancien empire. L'islam est une réalité pour l'administration, pour l'État, depuis l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État. Alors je ne développerai pas ce point, mais le ministère de l'Intérieur s'intéresse à l'islam depuis 1905, que ce soit dans les 3 départements algériens, mais y compris en métropole. Alors on aura peut-être l'occasion d'en discuter, parce que mon opinion est plutôt de dire que je ne suis pas du tout partisan des théories de la continuité coloniale, que les descendants aujourd'hui subiraient le même sort que leurs ancêtres colonisés. Ce n'est pas du tout ma thèse, absolument pas. En revanche, force est de constater que lorsqu'on s'intéresse à l'appareil d'État, il y a quand même un certain nombre de tropismes coloniaux dans la façon dont on administre le culte musulman. Ça, j'y tiens, et on aura l'occasion, si vous le voulez bien, d'en discuter. Ça, c'est mon premier angle d'approche. Le deuxième, c'est du côté des colonisés, puisqu'on parle assez peu, même s'il y a un renouvellement à l'échelle internationale historiographique, notamment en Inde, des subaltern studies, c'est-à-dire donner la parole, ne pas se fier en tout cas uniquement aux archives officielles, celles qui sont produites par l'État. S'intéresser aussi à la façon dont les sujets coloniaux, en l'occurrence musulmans, ont vécu non seulement la colonisation, mais surtout l'administration française des cultes. Et là, la documentation
est extrêmement importante. J'ai eu l'occasion de m'intéresser notamment aux groupements religieux qui qui n'ont eu de cesse de réclamer l'application de la loi de séparation à l'islam depuis le début des années 20. Hein. Il y a une revendication constante, il y a une cause laïque musulmane depuis le début des années 20, notamment le premier, alors c'est dans aucun manuel du secondaire, c'est-à-dire que nos élèves en France ne le savent pas, mais le premier à avoir réclamé à l'État l'application de la loi de séparation à l'islam, c'est le petit-fils de l'émir Abdelkader. En 1924, le journal L'Humanité, c'est le 3 juillet de mémoire, publie la lettre qu'il adresse à Édouard Herriot, président du Conseil, et c'est la première fois qu'un musulman s'adresse solennellement à l'État, au chef du gouvernement, en lui disant « Nous voulons que vous nous appliquiez cette loi de façon intégrale ». Et l'objectif, c'était à la fois, c'est mon interprétation, il y a quand même une volonté aussi de se débarrasser des intrusions administratives dans la gestion du culte musulman, mais c'est aussi, on oublie de le dire, c'est que dès le début des années 20, on avait conscience que ce régime des cultes était un régime libéral. Il permettait aux sujets coloniaux de vivre pleinement la liberté religieuse à l'abri des interventions de l'État. Donc ça, c'est mon deuxième angle d'approche sur la question de la République et l'islam. Et il y en a un troisième, mais sur lequel je suis surtout en train de travailler actuellement, c'est la question de la métropole. C'est-à-dire qu'on met de côté la question des colonies et on s'intéresse à la façon dont l'État administre directement, en mettant de côté la question de la colonisation, à partir des années 20-30 jusqu'à aujourd'hui, puisque de fait la question m'intéresse jusqu'à aujourd'hui, comment on administre l'islam. Donc, juste un exemple pour vous souligner à quel point il y a une tradition administrative des ministères, des grands corps de l'État. J'ai eu l'occasion de consulter les archives du Conseil d'État depuis le 1905. Le Conseil d'État était bien plus informé sur l'islam qu'aujourd'hui. Il y a un excellent dictionnaire biographique des membres du Conseil d'État avant et après la Troisième République. On voit bien que tous les membres du Conseil d'État, il y avait une espèce de va-et-vient, d'aller-retour entre les administrations coloniales et leur retour en tant que membres du Conseil d'État. Vous avez parmi eux des artisans même de la loi de séparation des églises et d'État. J'ai eu l'occasion de m'intéresser à Paul Dissler. Personne ne connaît. Alors il est mort écrasé par un cheval rue de Rivoli. Président de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Paul Dissler est celui qui dirige les travaux entre 1905 et 1907 pour dire quels seront les décrets d'application pour les colonies et notamment pour l'Algérie. Vous avez Ernest Roume, qui est gouverneur général de l'Afrique occidentale française, conseiller d'État lui aussi. Donc, si vous prenez tous les gouverneurs généraux de l'Algérie entre 1905 et l'indépendance, vous avez 20% d'entre eux qui étaient membres du Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État est au cœur non seulement de la fabrique de la laïcité, c'est ce que j'essaie de montrer, mais aussi de la légalisation de la colonisation, c'est-à-dire qu'il essaie de faire tenir ensemble, sur un demi-siècle, les deux objectifs, avec des ajustements qui sont parfois pour le moins étranges. Et voilà, donc c'est juste pour réagir sur le fait que dans les médias, dans la presse, on ne cesse de présenter cette religion comme étant nouvelle, elle ne l'est absolument pas. L'administration a une mémoire de la façon dont elle a géré le culte musulman depuis 1905, mais on pourrait même remonter plus loin. Et donc mon intérêt par rapport à la thématique la République et l'islam 1980 aujourd'hui, ça m'a donné en fait, je dois vous avouer qu'au départ j'étais très sceptique sur la rupture 1981. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait elle est très pertinente. Elle est très pertinente pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on s'intéresse, alors je pense notamment aux travaux d'Hicham Benaïssa sur la question du travail, des premières revendications religieuses sur le marché du travail, au début des années 80, notamment dans les usines automobiles, etc. C'est vrai qu'on arrivait, en fait, certains peuvent être nostalgiques de cette période, parce que finalement, les musulmans réclamaient assez peu, si ce n'est des espaces cultuels dans des entreprises, etc. Bon, il y avait quand même assez peu de revendications. C'est le voile qui a véritablement mis sur le devant de la scène un certain nombre de revendications religieuses et les lieux de culte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, il y a une continuité entre 1981 et 2021. Il ne faudrait pas considérer qu'il y a eu plusieurs ruptures. J'ai plutôt tendance à voir les choses par sédimentation. C'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, le projet de loi confortant les principes républicains là, qui va être voté au Parlement à la fin du mois. Bon,
on le présente comme étant une rupture radicale par rapport non seulement à la loi de 1905, mais aussi par rapport au débat politique depuis 1981. On voit très bien que, une certaine forme de plasticité idéologique, c'est-à-dire que cette loi est une loi attrape-tout. Elle englobe un certain nombre d'éléments. Pour ceux qui ont eu la curiosité de lire le projet de loi, il touche à la fois à l'intimité sexuelle, aux associations, à l'organisation des associations de loi 1901-1905. Vous avez quasiment tous les sujets où l'islam est mobilisé, qui est, en tout cas, qui est traité par ce projet de loi. La quasi-totalité des mesures de ce projet de loi ont existé déjà il y a 15 ans. Que vous preniez par exemple le rapport Barouin sur la nouvelle laïcité, c'est 2003 je crois le rapport Barouin, si vous prenez le rapport que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, commande au professeur de droit Jean-Pierre Machelon, vous avez des éléments dans ce rapport qui se retrouvent dans le projet de loi actuel. Le rapport Machelon, c'est 2005. La circulaire Châtel, c'est 2012, sur la question des mères accompagnatrices. Donc le projet de loi aujourd'hui sédimente toute une série de mesures qui ont été proposées depuis au moins 15 ans. Donc pour moi, ça n'est pas une rupture, simplement elle condense, en tout cas ce texte condense un certain nombre d'éléments qui ont été apportés, que ce soit à droite comme à gauche. Il n'y a pas de clivage droite-gauche de ce point de vue-là. Mais ça, c'est pour lancer le débat. Merci Ramin Rachi. Je voudrais rappeler juste un élément concret, c'est que 80, c'est aussi le moment où les musulmans peuvent devenir étrangers. La carte de 10 ans. La carte de 10 ans et surtout l'autorisation pour les associations de la loi 1901 d'avoir des nombres majoritaires d'étrangers dans leur bureau. Et c'est un phénomène tout à fait déterminant qui va changer les choses. Alors d'ailleurs, je me rappelle très bien à l'époque, l'amicale des Algériens en Europe était folle furieuse, puisqu'on permettait aux Algériens d'avoir des associations autonomes par rapport à la structure à laquelle était admise par le gouvernement. Et puis c'est la première fois, la dernière, si vous voulez, manifestation publique, c'était l'occupation de la mosquée de Paris en 1979 par des Français musulmans. On appelait les harkis, mais de manière plus extensive, les Français musulmans, et c'est le dernier acte. Et après, à partir de 81, on voit effectivement l'arrivée de Cheikh Abbas et donc de l'Algérie officielle à la mosquée de Paris. Et puis, effectivement, alors là, la naissance des fédérations qu'on connaît aujourd'hui encore dans l'UOIF, entre autres. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont réunis. Et puis, comme tu le dis, par rapport à 1989, le phénomène du voile qui fait irruption dans un champ public qui effectivement n'est pas habitué à des revendications, à des problèmes, à des frottements avec effectivement la société française. Et voilà, c'était pour un peu repréciser ces choses-là. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, ça réunit un petit peu les trois participants sur ce sujet, on a quand même effectivement, à partir des années 80, dans le fond, je dis pas que c'est l'apparition des pays étrangers ou des pays d'origine, etc. Mais on a effectivement un phénomène qui est relativement nouveau. On avait cantonné la vie des musulmans par rapport à ce que tu évoques, par rapport à la colonisation, etc. On avait bien cerné, cantonné les choses. Ce qui n'était pas étranger quand même, il faut l'avouer, c'est que l'influence étrangère dans l'islam à l'étranger, y compris par exemple en Afrique, le danger africain à l'ouest du Mali. C'était par exemple les Allemands qui vont essayer de nous polluer, entre guillemets, les musulmans africains, l'affaire marocaine de 2012. Bon, il y a des affaires qui voient quand même comment c'est déjà prégnant dans l'histoire coloniale. Mais ça va devenir un sujet omniprésent. Et puis les sujets sociétaux qui ne sont pas... Et donc, du coup, on se demande si finalement les affaires du culte, de la gestion normale, de la vie cultuelle normale, n'ont pas été phagocytées, entre guillemets, à partir des années 90, par des phénomènes tels que celui du voile, etc., qui vont occuper tout l'espace et qui vont empêcher finalement de voir ce qui est... Souvent, on observe, par exemple, dans les pays européens, des pas aussi prégnants, qui vont devenir des sujets les plus prégnants, de dire l'islam en tant que phénomène de société, et que dans le fond, on a oublié un petit peu qu'il y a une histoire, effectivement, qui se prolonge.
hein, des rapports entre tu parlais du Conseil d'État. Le rapport de 2004 du Conseil d'État sur l'islam est un rapport qui est tout à fait, entre guillemets, bienveillant, qui ne reflète absolument pas une méfiance vis-à-vis de l'islam de France. C'est quand même intéressant. Et simplement, la question que je pose à chacun, entre guillemets, est-ce que ces phénomènes sociétaux, finalement, n'ont pas masqué une autre réalité qui est celle d'une insertion normale, naturelle des musulmans au sein de l'islam de France. Et est-ce que, alors bon, pour des raisons diverses, on ne va pas rentrer dans les détails, encore que si vous voulez, vous pouvez le faire, c'est comment ça se fait que, par exemple, à partir de 1989, on ne va pas analyser en détail, mais je demandais à Agnès, par exemple, comment effectivement on en est arrivé, moi je me rappelle très bien, l'affaire de Creil, hein, et comment on en est arrivé à une opinion musulmane moyenne, hein, qui est de dire, bon, bah ouais, ils nous embêtent avec leurs histoires de voile, etc., qui est un phénomène, je ne dis pas banal, mais qui est finalement perçu comme banal. En l'espace de 2-3 mois, hein, comment on en arrive à une manifestation dans laquelle on voit les islamistes, mais c'est pas eux au départ, hein, se manifestent, comment on voit dans l'islam de France des forces qui se mettent en place, etc., et qui effectivement font reculer et provoquent dans la société française, dans l'opinion, la fameuse signature de la lettre des 5 intellectuels dans le Nouvel Observateur. On se réveille un jour avec, effectivement, avec l'avis, je donnais Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qui demande l'avis du Conseil d'État, parce que, bon, je sais pas, moi, Jean Zé, en 1936, n'a pas demandé l'avis du Conseil d'État pour prendre des circulaires concernant l'interdiction des signes politiques. Hein. Y a pas eu, or, ça n'a pas été le cas en 1989. Donc, on voit une espèce d'importance compris effectivement le religieux au travers de l'islam. Et est-ce que c'est pas l'islam qui a été la manifestation de cette finalement méconnaissance, peu de confiance dans la manifestation de la vie religieuse en France? Est-ce que c'est, je pose la question à Agnès en premier, hein. Est-ce que effectivement ça a quelque chose, comment ça s'est passé en 90, 89, 90? Oui, effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est la crispation sur le voile, et on va voir que c'est le thème qui revient de manière récurrente et qui focalise un peu tous les mécontentements autour de l'islam et qui prennent pour prétexte la libération supposée des femmes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je donnais une formation à Amnesty International la semaine dernière. Enfin, c'est juste une anecdote. Et on me disait, donc Amnesty International est connu pour avoir défendu la liberté, et la liberté notamment des femmes à porter le voile intégral. Et dès 2010, juste après, donc ils ont fait une publication en disant que voilà, ils étaient contre la loi d'interdiction, que ça restait une liberté d'expression, une liberté de... Et donc ça, c'est la branche, enfin c'est plutôt la maison mère en Angleterre, mais visiblement Amnesty International France refuse absolument de diffuser ce genre d'informations. Donc ils ont un site internet, et donc il y avait des femmes qui suivaient mon stage et qui disaient oui, on sait très bien qu'Amnesty International, il y a encore des gens qui sont farouchement opposés au voile. Donc c'est quelque chose qui est tellement imprégné dans la mentalité française qu'il faut aussi prendre en compte, et on se demande aussi si tous ces projets de loi ne sont pas des projets de loi populistes pour satisfaire une opinion publique franchement hostile au voile et à toutes les expressions justement de cet islam féminin. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, je pense que ce qu'il faut vraiment, le point sur lequel il faut insister, c'est que finalement, ça répond aussi à une demande populaire. Et la mentalité, enfin l'opinion publique française est quand même obsédée par cette image. Et donc là, je rejoins ce que vous disiez par rapport au legs colonial. Et finalement, on est toujours à ce niveau-là. Quand en 58, donc les femmes des généraux de l'OAS organisent un dévoilement dont vous disiez que c'était une mise en scène de propagande, pour montrer le pouvoir de libération supposé qu'avaient les autorités françaises sur la population musulmane, dans l'espoir de récupérer les voix de ces femmes algériennes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et en fait, on est au même niveau. Et donc, parmi ces stagiaires que j'avais, il y en avait certaines qui me soutenaient que les femmes qui portaient le voile ou le niqab, et qui le revendiquent aujourd'hui, parce que maintenant, quand même, ces femmes-là ont un pouvoir d'expression, elles sont interrogées. Donc, dans mon livre, j'en ai évidemment, tout mon travail de ces 13 ans sur le voile intégral, ça a été un travail de terrain, de questionnement de ces femmes. Eh bien, aujourd'hui, on continue à croire qu'elles ont
intégrer leur propre infériorité, donc elles ne sont pas libres d'elles-mêmes. Donc ça aussi, ça fait partie de ces mythes qui sont véhiculés et dont les politiques se servent pour attiser, pour attirer peut-être voilà, un consensus général de la population, parce qu'on croit toujours qu'on va libérer les femmes musulmanes en leur interdisant de porter le voile. Donc je pense qu'il y a une vraie continuité avec la période coloniale de ce point de vue-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, merci, non, c'est tout à fait intéressant. C'est pas... Oui. Je me permets juste d'ajouter. Je pense qu'il y a aussi des arguments qui ont été avancés par Pierre Conessa. Il y a quand même le contexte international a quand même changé. L'effet du voile, enfin le voile a été grossi aussi par un certain nombre d'événements internationaux. Ça aurait pu rester effectivement banal. Vous rappelez tout à l'heure, il y a le rapport du Conseil d'État en 2004, mais il y a son avis aussi de 89 qui est d'un libéralisme absolu. Donc c'est qu'entre-temps, il s'est passé un certain nombre d'événements où effectivement le monde musulman est quand même très souvent de fait présenté comme une zone de turbulence et l'événement du voile a été grossi en raison de ça. Mais moi je voudrais en fait sur la question du libéralisme de la loi qui à mon avis a perduré, je pense que le seuil c'est vraiment l'avis du Conseil d'État de 89. Alors, pour rappel, cet avis considère que les élèves, bon, non seulement ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'école, mais ont le droit de porter des signes religieux à l'école. 1989. Alors, comment se fait-il qu'on... Alors, pour moi, le Conseil d'État est dans la tradition de la loi de 1905. Il faut se souvenir de ce que disait, je ne sais pas, Aristide Briand, par exemple, qui disait, bon, demain, la soutane sera un vêtement comme un autre. Alors, je ne sais pas si on en est arrivé là pour le voile aujourd'hui. Est-ce que c'est un vêtement comme un autre ou pas? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'avis du Conseil d'État de 89 et dans la tradition de Briand et du libéralisme de la loi. Mais néanmoins, ce libéralisme, il a été quand même à géométrie variable d'un point de vue historique. Et c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, on vit une espèce d'inversion historique. J'explique en deux mots. Quand on voit la façon dont Briand et tous ses collaborateurs, les noms ne sont pas restés dans la postérité. Je pense à Louis Méjean, je pense à Paul Grunbaum-Balin, à Théodore Tissier, qui a été vice-président du Conseil d'État, et qui ont eu pour certains affaire aux questions coloniales, durant l'entre-deux-guerres notamment. L'argument, c'était quand même de dire que la loi est libérale à l'époque, mais elle n'est pas libérale pour tout le monde. Elle est libérale pour les catholiques, elle est libérale pour les juifs, elle est libérale pour les protestants, mais elle ne l'est pas pour les musulmans. Alors même que dans tous les décrets d'application, il y a une indistinction des cultes. L'islam n'est jamais mentionné. Il y a une égalité des cultes pendant toute la période, ça il faut le dire, pendant toute la période coloniale, sur le plan du droit, il y a une égalité des cultes. L'inégalité se retrouve dans la pratique administrative. À la période coloniale, on ne contrôle pas les associations catholiques, on ne contrôle pas les associations israélites, on ne contrôle pas les associations protestantes. Les associations, et vous le savez, Bernard Godard, les associations musulmanes, il y a des centaines et des centaines de cartons d'archives où on sait exactement ce qui se disait dans les mosquées au moment des prêches, la composition durant quasiment un demi-siècle, entre 1905 et 1962. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a une égalité toujours des cultes dans le droit, mais l'inégalité, le projet de loi aujourd'hui vise tout le monde. D'ailleurs, les catholiques sont vent debout, hein. Les juifs également, les représentants juifs également, les représentants protestants. Pourquoi? Ils savent très bien que les contrôles de l'administration ne vont pas porter pour eux, mais ça va déboucher sur une bureaucratisation du religieux. Je parle du projet de loi actuel. Et dans les faits, il y aura toujours égalité des cultes dans la loi, mais dans la pratique administrative, ce sont les associations cultuelles musulmanes qui seront soumises à plus de contrôle, et c'est en ce sens qu'il y a effectivement une analogie avec la période coloniale. Je suis sorti de la question du voile, mais pour rebondir en fait sur la question du libéralisme dans la loi, et juste ajouter quelque chose. Libéralisme qui est quand même aussi, d'un certain point de vue, aujourd'hui présenté de façon un peu mythique. Il faut lire le dernier livre de Patrick Weil sur la question de la laïcité pour montrer que Briand et ses collaborateurs se sont donné les moyens de punir les récalcitrants catholiques à l'époque. On crée une nouvelle loi, un nouveau projet de loi aujourd'hui, mais on a des outils. Il revient sur toutes les condamnations des clercs catholiques menaçant les familles
qui allaient maintenir leurs enfants dans l'école publique. Il y a des condamnations. Et il y a des articles de la loi, l'article 35 par exemple, mais vous avez aussi l'article 28 qui donne la possibilité à l'État de contrôler le fonctionnement et le financement des associations culturelles. C'est la raison pour laquelle ce libéralisme-là, il est toujours, à mon sens, encore aujourd'hui à géométrie variable. Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement. D'ailleurs, les derniers propos d'un certain nombre de sociologues tels Philippe Portier, c'est de parler d'une réforme sécuritaire. C'est-à-dire que l'aile sécuritaire ou le tournant sécuritaire que prend finalement l'interprétation de la loi 1905. Bon, avec peut-être excès, mais enfin, en tout cas, en insistant là-dessus. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Juste un ou deux mots. D'abord, si on regarde l'histoire de la France, l'histoire longue, bon, la laïcité est une caractéristique française. Il y a les guerres de religion, il y a l'admission des Juifs par la Révolution française, il y a l'édit de Nantes, etc. Ce sont des dates qui font que la laïcité est à la française, c'est une spécificité que d'autres grandes démocraties ont réglé autrement. Mais si vous voulez, si vous prenez le cas des États-Unis, c'est évident que les pères fondateurs qui arrivent aux États-Unis, qui ont été persécutés par d'autres protestants, considèrent que c'est la terre promise et que leur mission, ça va devenir la destinée manifeste, c'est-à-dire en gros exterminer les Indiens, si vous voulez, qui étaient des sauvages. Et donc, ils vont créer une société religieuse, c'est-à-dire que chaque religion a effectivement sa place, et donc c'est du communautarisme. Est-ce qu'ils s'en sortent mieux que nous? Ça, j'en suis pas sûr. Donc là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, je ne considère pas que faire une loi qui répond aux besoins de l'opinion publique, ce soit populiste. Non, si c'est dans une démocratie, si la loi répond à quelque chose qui est une demande collective, il ne faut pas la dénaturer en disant qu'elle est populiste. La dernière chose, effectivement, c'est que peut-être que cette loi est sécuritaire, mais enfin, tu sais Bernard, on en est à 250 morts et 900 blessés dans les rues de Paris en 3 ans. Si effectivement on ne considère pas que cette loi a quand même vocation à empêcher que se reproduisent ces phénomènes, on ne peut pas la dénaturer en disant qu'elle est sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention aux mots qui sont utilisés. Moi, je suis très frappé par le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, le processus silencieux sur lequel effectivement on ne se pense pas, c'est l'intégration des musulmans. C'est l'intégration des musulmans qui effectivement se font en silence. Simplement, quand vous êtes dans un journal, vous n'allez pas faire un article sur le fait que les musulmans s'intègrent, vous allez faire un article sur les salafistes, etc. Et donc, dans ce sens-là, des collectifs contre le collectif contre l'islamophobie en France, par exemple, ont parfaitement joué sur le terrain politique français. Moi, en 2014, avant les attentats, j'écrivais un rapport pour une fondation privée sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Et donc, j'appelle le CCIF en leur disant j'aimerais vous voir parce que je travaille sur la radicalisation, je voudrais connaître votre point de vue, etc. Bon, je tombe sur l'attaché de presse qui me dit ah, nous, ça ne nous concerne pas. Seuls nous intéressent les actes islamophobes. Ah, je dis bah, attendez. Quand il y a une campagne, quand il y a un débat de presse sur Mera ou sur des choses comme ça, vous devez évidemment intervenir. Non, 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 seuls les actes islamophobes nous intéressent. Alors je lui dis, ben tiens, c'est marrant, j'ai l'impression de parler avec le CRIF quand je parle avec vous. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a suscité un silence de sa part, parce que l'idée de comparer le CCIF avec le CRIF, c'est évidemment illégitime, scandaleux, malhonnête. Et puis je lui dis, mais le jour où vous avez un juif radical et un musulman intégriste qui se tapent sur la gueule, comment fait-on? On dit que c'est de l'antisémitisme ou de l'islamophobie? Pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que le CCIF n'a jamais fait un communiqué de condamnation des attentats. Le communiqué que j'ai conservé sur l'égorgement du père Hamel dans son église dit « Nous sommes contre toutes les formes de violence, mais attention à la montée des actes islamophobes ». C'est-à-dire qu'ils ont inventé un concept formidable, qui était d'ailleurs en partie utilisé par les juifs radicaux, c'est l'islamophobie institutionnelle. De même que vous avez une antisémitisme institutionnel. Quel est l'avantage du concept? C'est que personne ne se défend. Vous dites c'est culturel, c'est partout, etc. Donc on a inventé, si vous voulez, un concept qui a dénaturé le débat. Parce que je maintiens sur le fait qu'aujourd'hui, c'est l'intégration silencieuse des musulmans qui est le phénomène majeur. Mais par contre, effectivement, les règles médiatiques, les règles politiques font que quand on invente un beau concept, il faut absolument le garder. Dernière remarque, juste, mais sur le plan international. Le véritable choc international, ça a été la révolution iranienne. La révolution iranienne, pourquoi? Parce que c'est 79. D'un seul coup, tous les termes du débat changent. 79, c'est l'occupation de la grande mosquée par des radicaux qui sont des élèves de Inbaz, le grand moufti. C'est l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Donc, les Saoudiens ont pu exporter tous leurs jeunes gens turbulents. Et puis, évidemment, il y a la révolution islamique à Téhéran. C'est-à-dire, tout à coup, les chiites prennent le leadership. Donc là, vous avez tous les éléments du débat, encore une fois, religieux,
mais qui n'ont jamais été pris sur le plan religieux. Ils ont toujours été pris sur le plan de l'Est-Ouest. Les Saoudiens sont nos alliés, les Iraniens sont nos ennemis, etc. Donc on a perturbé, si vous voulez, quelque chose qui était une évolution, avec des clés de lecture qui étaient celles que connaissaient les stratégistes auxquels j'appartenais, c'est-à-dire l'Est-Ouest. Le reste, on s'en foutait. Merci. Je vais juste rebondir. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un mouvement souterrain d'intégration. Là, il y a un brouhaha depuis un certain nombre d'années, mais de façon souterraine, il y a une intégration. Elle se fait très clairement. Inutile de mobiliser les tables de mobilité sociale, etc. Mais quand même, il y a quand même un mouvement, il y a des discriminations, il y a des inégalités, mais il y a une intégration. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous sur la question du rejet du terme sécuritaire. Sur la question, je pense qu'on se trompe de cible. Oui, il y a eu près de 300 morts. Bien sûr, il y a eu près de 300 morts. Mais les agents, les individus qui sont à l'origine de ces attentats fréquentaient assez peu les associations cultuelles. On se trompe de cible. Alors aujourd'hui, on va bureaucratiser, on va contrôler, mais on avait déjà les outils pour contrôler ces associations. Donc pourquoi développer, produire un projet de loi qui englobe toutes les associations cultuelles, quel que soit le culte d'ailleurs? On se trompe de cible. On aurait dû garder le message et la philosophie libérale du début. On englobe tout le monde, et permettez-moi l'expression, on tape sur les récalcitrants. On tape sur les fauteurs de troubles. Mais on n'englobe pas tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce projet de loi est une régression historique sans précédent. Les associations cultuelles musulmanes, il faut s'appuyer sur elles, pas les contrôler davantage. Donc, en ce sens, moi, je considère que, bon, mon sentiment profond, c'est que ça va être une loi de communication. On n'a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens. Au moment où on annonce plus de pouvoir aux préfets, on annonce leur disparition. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez cocasse, quoi. Donc, pour moi, c'est une loi de communication, mais c'est une loi de communication qui a des conséquences, des conséquences négatives sur les premiers visés. On englobe tout le monde. Donc, ça reste pour moi une loi de communication sécuritaire, mais qui n'aura aucun résultat. J'en suis convaincu. Si ce n'est d'exacerber encore cette volonté de distinction ou alors de différenciation des musulmans. Parce que je voulais rebondir en fait sur cette intégration souterraine. Effectivement, c'est une intégration qui est en œuvre depuis très longtemps. Les jeunes qui sont nés en France étaient des Français. Le problème, c'est que dans tous les exemples, dans tout mon échantillon, les femmes qui portent le niqab viennent de familles acculturées, c'est-à-dire de familles musulmanes qui avaient complètement laissé refouler leur identité religieuse pour mieux s'intégrer. Et c'est les jeunes générations qui retrouvent cette identité, qui vont l'exacerber. Donc plus il y aura de lois, plus il y aura de polémiques qui vont se focaliser justement sur ces expressions inoffensives de l'islam, plus on va avoir chez les citoyens et les citoyennes la volonté de revendiquer leur identité musulmane. Donc moi je pense que c'est aussi une loi très négative qui va encore créer des polémiques, qui va encore mettre le sujet de l'islam dans l'espace public où chacun aura son mot à dire, et ça va être encore les musulmans qui vont devoir être obligés de s'expliquer, et les jeunes générations souvent vont prendre le contre-pied et vont justement utiliser cette identité qui est si mal vue en France, si subversive, pour la revendiquer et pour l'utiliser contre les parents, contre la société, et se distinguer comme ça. Voilà. Ok, merci Agnès. Simplement, je voudrais maintenant quand même qu'on passe un petit peu aux questions du public, si quand même il y a des questions, des interrogations. Est-ce que il y a des questions? Non? J'ai envie de dire quelque chose, c'est que, si vous voulez, je ne parle pas de point de vue universitaire, mais d'un point de vue de l'expérience que j'ai eue depuis 20 ans sur ces sujets, depuis 30 ans, c'est que chaque fois que, du côté du pouvoir public, il y a eu des initiatives à prendre, cette prégnance, alors, des États d'origine, de l'étranger, etc., cette prégnance du contexte géopolitique, c'était toujours une menace en disant on va prendre une initiative dans tel ou tel domaine, mais attention, on va, effectivement. Le seul fenêtre d'opportunité, ça a été 1997.
à une époque où effectivement les choses étaient relativement calmes, où le contexte international était un peu décomplexé. Et puis, même à l'époque, j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, et c'est vrai qu'on a attendu 2 ans, 2 ans, avant de prendre une initiative par rapport aux desiderata des musulmans qui voulaient effectivement que l'État les aide à se réunir et non pas d'être forcés d'être réunis par l'État français. Ça, c'est juste un petit détail. Mais et du coup, 99, donc c'est l'apparition donc c'est la création de cette consultation et tout, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Le 11 septembre 2001, je reçois dans l'après-midi les gens de l'UOIF. Et nous sommes en train de regarder la télévision et on voit effectivement les avions et tout. Et ils me disent, c'est la cata. C'est la cata complète. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant va être remis en cause parce qu'effectivement, on a une fois de plus le contexte géopolitique qui est venu à l'intérieur du contexte français, etc. Et vraiment, ils étaient catastrophés. Bon, il faut comprendre qu'ils étaient en train d'acquérir une légitimité qu'ils avaient eu du mal à acquérir jusqu'à ce moment, mais pour eux, c'était la catastrophe complète. Hein. D'ailleurs, l'avenir a prouvé, après les attentats de 2015, qu'effectivement, les islamistes, et précisément l'UOIF, ne sait comment se dissimuler derrière les décisions d'une coordination d'autres pour éviter d'être accusés, en tant qu'islamistes, d'être effectivement des fauteurs de troubles. Mais c'est intéressant de voir que finalement, il y a quand même toujours cette prégnance depuis les années 80 de ce contexte géopolitique qui a toujours un petit peu gêné les politiques. Alors, comme dit, c'est intéressant parce que le Conseil d'État, les organismes d'État, dans le fond, il est moins prisonnier de c'est pour ça que, à partir des années 2000, effectivement, il y a un certain nombre de décisions, mais au niveau politique, on a effectivement cette présence constante du contexte géopolitique, de l'opinion, du fait de soigner l'opinion, qui fait que, on peut pas. Alors, le Conseil français de culture qui est créé en 2003, effectivement, il est passé malgré le 11 septembre 2001, j'ai envie de dire. C'est quand même intéressant. Et c'est-à-dire que, dans le fond, il est abouti. Il est une volonté commune politique de droite et de gauche. Je signale quand même qu'en 2003, Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, n'est pas du tout concerné par le sujet. Et c'est le président de la République qui lui dit « Bon, j'ai suivi de très près les travaux de consultation des musulmans. J'aimerais bien que tu continues et que tu aboutisses le projet. » Simplement pour établir un petit peu les choses. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à simplement en termes de prospective, est-ce que effectivement, il est possible, quelle est la solution finalement? Dire, effectivement, est-ce que c'est des associations musulmanes? Dire, c'est de là, à partir de là que ça va se partir, et c'est ça le plus important. Mais comment effectivement éviter que, si on veut, cette géopolitique, cette présence géopolitique, omniprésente, là on a parlé de l'Arabie Saoudite, mais ça pourrait être demain autre chose. Comment éviter que ça pollue, le mot est un peu fort. Comment éviter et comment les musulmans peuvent-ils avancer en dehors effectivement de tous ces contextes, pays d'origine, contexte géopolitique? C'est la question que je vous pose. Il y a une question. Attends. Oh, pardon, excusez-moi. Je le tire. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je souhaitais savoir, poser la question, comment changer concrètement la perception de la société française sur l'islam, grâce à quelles mesures, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. J'ai quelques exemples de mesures, mais je ne suis pas au pouvoir. Mais je peux vous les donner. Il y a une expression qu'on n'a pas utilisée depuis tout à l'heure, c'est l'extrême droite. Je pense qu'il faut d'abord cesser de gouverner avec l'extrême droite dans le rétroviseur. Alors vous allez me dire c'est compliqué. Oui, certainement. Mais au-delà des scores électoraux, pour moi, l'extrême droite vit sa deuxième défaite historique cuisante. La première, c'est la perte de l'Empire colonial. Et la deuxième, elle est là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec ces 5-6 millions de musulmans qui sont les descendants d'Algériens, de Marocains, etc., et qui réclament l'égalité? L'extrême droite ne peut rien faire. Et je pense que c'est le discours politique qu'on doit lui tenir. Ces individus-là sont français. Ils font partie de la communauté nationale. Alors plutôt que d'avoir des mesures prohibitives du type contrôle des associations, etc., il y a des mesures qui coûtent pas cher. C'est d'abord un grand discours politique d'intégration qui n'a jamais eu lieu.
On ne parle de cette religion que de façon négative, prohibitive, de contrôle, etc. Bon, moi je voudrais quand même une certaine forme d'hommage quand même à tous ces musulmans qui en prennent plein la figure depuis des décennies et qui sont dignes. Je ne parle pas des terroristes, qui sont une petite minorité. Je parle de la grande communauté qui encaisse les coups sans rien dire. Alors, la première des mesures, c'est un grand discours politique d'intégration. Pas celui des Mureaux, du président de la République, pas ce type de discours, un discours qui, vous faites partie de la communauté nationale. Vous faites partie de la communauté nationale et les quelques revendications de cette communauté musulmane, elles peuvent être appliquées avec un libéralisme absolu et sans que l'ordre public ne soit perturbé. Il y a une chose qu'il faudrait faire, c'est séparer la gestion de l'ordre public et du terrorisme avec l'application de la laïcité. Il y a une confusion et pour moi, le pouvoir actuel est celui qui a confondu le plus la gestion du terrorisme et l'application de la laïcité. Ce sont deux sujets différents qui devraient être traités par deux ministères différents. On n'a jamais atteint aujourd'hui une telle confusion sur ces deux questions. Je ne dis pas que l'une est plus importante que l'autre. La laïcité, aujourd'hui, on est dans une régression antilibérale, très clairement. Alors, est-ce qu'on aura un autre pouvoir qui reviendra sur ces mesures? Je n'en sais rien. Mais moi, je pars du principe qu'il faut intégrer, par exemple, la modification des programmes scolaires. Il faut que les jeunes musulmans s'identifient à la laïcité, de façon positive. Quelle est la meilleure des choses? Je suis en train d'écrire là-dessus. Je suis en train d'écrire tous les porteurs. J'ai parlé du petit-fils de l'émir Abdelkader, mais ce n'est pas le seul. Vous avez des dizaines et des dizaines de sujets français musulmans qui réclament à l'État depuis le début des années 20 l'application stricte de la laïcité. Pourquoi c'est nulle part dans les programmes scolaires? Les jeunes peuvent s'identifier à cela. Alors oui, l'État français a organisé, s'est immiscé dans l'organisation du culte musulman, mais vous avez des centaines et des centaines de musulmans qui ont réclamé historiquement la laïcité. Il y a une forme d'identification. Mes ancêtres réclamaient cette loi. Pourquoi moi je m'y opposerais? Donc il faut que ça figure dans les programmes scolaires. Il faut généraliser l'enseignement de l'arabe dans les écoles publiques. Moi, ma principale crainte, c'est les 80 000 enfants qui sont dans les associations de quartier, et je ne sais pas ce qu'ils y font. Je ne sais pas quel enseignement de l'arabe on y prodigue. L'école publique, on a créé une agrégation d'arabe en 1907. Vous savez combien il y a de postes chaque année? Entre 2 et 4. Je veux que des enseignants français enseignent cette langue, comme l'anglais, comme l'espagnol, un enseignement non communautaire, non confessionnel et ouvert à tous. Le président de la République l'a promis, il n'a rien fait. Il faut ce type de mesures. J'en ai plein encore si vous voulez, hein, mais on en parlera une autre fois. Il faut ce type de mesures d'intégration et non pas de prohibition. Il n'y a aucun danger à ce qu'il y ait de l'arabe dans nos écoles publiques. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement de la philosophie grecque, l'islam. C'est la transmission de l'héritage grec. Il faut dire ça aux élèves de confession musulmane dans les écoles françaises. Mais ça n'est pas le cas. Alors, il y a une analogie avec la période coloniale. On préférait déléguer l'enseignement de l'arabe à des associations, notamment en Algérie. On les contrôlait, mais on ne voulait pas intégrer cela. L'arabe a été toujours une langue du pouvoir. Mais une langue du pouvoir, c'est-à-dire qu'on craignait qu'elle se retourne contre nous. Il n'y a aucun risque. Donc, en région parisienne, tout près de chez nous, vous avez des dizaines et des dizaines d'associations où il y a des jeunes Français, on leur enseigne de l'arabe, 3 heures, 4 heures le week-end, et on ne sait pas ce qu'on leur enseigne. Moi, je veux que ce soit contrôlé par l'État, dans l'école publique. Il faut, comme on a fait, pardon pour la comparaison, pour les catholiques, il faut une intégration en masse dans le cadre juridique commun. Et ce n'est pas avec ce projet de loi, pardon, sur le respect des principes républicains qu'on n'y arrivera pas. C'est l'exact inverse qu'il faut faire. Un projet de loi qui intègre. Voilà, ça coûte un peu d'argent, oui, de former, mais on a un talent en France depuis, je lisais les travaux d'un historien Alain Messaoudi, il y a même un projet d'agrégation d'arabe en 1838, avant l'anglais et avant l'allemand. Et on en est encore à discuter, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des enseignants étrangers, etc. Mais on marche sur la tête. On fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et puis c'est humiliant pour ces élèves. Vous vous rendez compte? Bon, votre langue, on va la soumettre à des enseignants étrangers parce qu'on ne peut pas l'enseigner dans l'école publique. Ben non. Il y a l'INALCO, vous avez énormément de structures qui forment des enseignants d'arabe. C'est par ce type de mesures. Et vous verrez, l'extrême droite disparaîtra.
Merci. C'est pas un programme politique. Alors, juste un deuxième aspect que je veux m'employer pour répondre à votre question. Moi, je venais du ministère de la Défense, grosso modo, j'y viens dans les années 91, c'est-à-dire le moment où, si vous voulez, l'URSS disparaissant, les pays occidentaux se sentent une mission de gendarme international, et donc on va intervenir militairement partout. Alors, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est-à-dire que, si vous voulez, le centre de gravité de la décision de politique extérieure devient un centre de gravité intérieur, c'est-à-dire le politique se dit, bon, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je perds les municipales, les régionales, les présidentielles, etc. Donc, si vous voulez, la position sécuritaire, évidemment, on peut toujours l'emporter là-dessus, mais pour ce qui concerne les interventions extérieures, rappelez-vous, Chirac s'oppose à l'intervention en Irak avec des raisons qui étaient éminemment gaulliennes et éminemment justes, et par contre, ses successeurs vont décider de suivre les Américains. Donc il y a eu, après 91, une espèce d'activisme interventionniste, militariste, qui, comme par hasard, s'est focalisé sur le monde arabo-musulman. Et donc il y a eu au moins 5 guerres, si vous voulez, qui ont été déclenchées par les Occidentaux. Et effectivement, quand on sait que Daesh a mobilisé autant de jeunes combattants étrangers que la guerre d'Espagne n'en avait fait, vous comprenez bien qu'il y a une articulation entre ce qu'on fait à l'extérieur et les échos que ça a à l'intérieur. Donc ça, c'est simplement pour venir en complément de ce que vous disiez. Parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le principal problème de l'islam, c'est que au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Bahreïn, au Yémen et même au Nigeria, vous avez une guerre sunnite-chiite. Bon, donc, quelle est votre légitimité, vous, même avec un casque bleu, à venir vous mêler d'une guerre de religion? Donc, vous voyez que ce n'est pas simple non plus, je n'ai pas de solution. Mais je constate qu'envoyer du militaire quand on ne sait pas quoi faire n'a jamais été la bonne solution, vous voyez bien. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de repli, si vous voulez, identitaire. Et donc, je suis personnellement, si vous voulez, assez dubitatif, surtout quand j'entends, pour expliquer l'intervention en Afghanistan, expliquer qu'on va libérer la femme afghane. Parce que là, c'est vraiment la thématique interne, si vous voulez, qu'on transpose. Bon, moi, je suis allé en Afghanistan, je peux vous dire que si vous dites à un Afghan que vous allez libérer sa femme et sa fille, vous êtes sûr de vous en faire un ennemi, quoi. Bon, c'est un simple constat de bon sens. Publiciser ici pour justifier ici l'intervention. Oui, voilà, c'est juste pour. Justement, moi, je voulais intervenir là-dessus sur la population française, parce qu'en fait, on parle toujours des musulmans comme si c'était le problème de l'islam en France venait des musulmans, mais ça vient aussi de la population française qui n'accepte pas les musulmans. Il faudrait aussi former les jeunes élèves, les citoyens, à davantage de tolérance. Et je dis souvent, si on n'arrive pas à tolérer l'autre dans sa diversité, dans sa différence, au moins soyons indifférent à la différence. C'est-à-dire qu'on n'a plus à s'occuper de la façon dont les femmes s'habillent, dont les gens s'habillent à côté, autour de soi. Il faut vraiment que les gens apprennent à s'occuper de leurs affaires, quoi, et ne plus s'occuper des femmes voilées. Donc, juste une information précise. Vous remarquez qu'on n'a jamais envoyé des militaires pour défendre les Palestiniens. Bon. Vous savez que sur Gaza, l'armée de l'air israélienne a déversé autant de bombes au mètre carré que nous n'avons déversé sur l'Allemagne nazie à la fin de la guerre. Pour vous donner une échelle de mesure. Vous voyez, donc, cette thématique, effectivement, du rapport aux musulmans, il y a les bons musulmans et les mauvais musulmans. On enverra du monde pour défendre l'Arabie Saoudite, ça ne vous inquiétez pas. Hein, donc. Ok. Merci Pierre. Simplement pour aller dans le sens de l'enseignement de l'arabe, j'ai eu la chance de pouvoir m'adresser au président de la République, François Hollande. Il m'a dit quelle est la première mesure après les attentats de 2016. Quelle est la première mesure? Première mesure, supprimer les ELCO et rétablir l'enseignement de l'arabe dans l'école publique. On me dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que... J'ai ça, c'était... Les ELCO, alors, les enseignements et langues civilisation d'origine, c'est-à-dire qu'en fin de compte, choses qui existaient pour les Yougoslaves, pour les Portugais, pour les Italiens, mais qui ont disparu au fil du temps. Le seul domaine où c'est resté prégnant, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais qui fait que les États d'origine comme d'autres ont voulu conserver ces enseignants, c'était les postes, etc. Et aussi, peut-être une petite nuance de fait, de taille, qui est que l'inspecteur général de l'arabe, comme il n'avait pas assez d'agrégés et de capétiens à surveiller, il avait les ELCO. Et donc, du coup, alors c'est aussi bassement matériel que ça, dans le sens où, effectivement, c'est une chose... Alors, ça partait d'une bonne intention, c'est le rapport Berck de 80, 83, etc. C'est-à-dire, ça partait de l'intention de dire... Ces jeunes-là, il faut qu'ils continuent à avoir l'enseignement, la civilisation, etc., dans le cas du retour. Mais ça, c'était en 83.
mais qu'on ait conservé jusqu'en 2021 cette chose. La ministre de l'enseignement, Najat Vallaud-Belkacem, a été la première à vraiment faire bouger un peu les lignes, il faut le reconnaître, mais elle a eu du mal. C'est-à-dire que dans le fond, le cas des ELCO, de ces fameux enseignants et l'association d'origine, c'est un enjeu diplomatique, effectivement, des pays, etc. Et donc, du coup, c'est clair. Maintenant, pour parler de l'enseignement de l'arabe dans les mosquées, après tout, ils ont le droit d'enseigner l'arabe, effectivement, il y a... Alors ça touche l'autre sujet, que l'organisation de l'islam d'un point de vue institutionnel. Comment, effectivement, est-ce qu'il y a une instance au niveau national dans le Conseil français du culte musulman ou des fédérations musulmanes qui s'avise de faire une structure, non pas de contrôle, mais de formation de ces enseignants? Non. Je peux vous dire que c'est la pagaille complète. Ce sont des gens, des profils très différents, avec des programmes très différents sur les mosquées. En fait, il n'y a pas de programme de l'enseignement de l'arabe dans les mosquées, et il n'y en a pas depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mise au point d'un certain nombre de choses sur cet enseignement. Donc, pour le moment, il n'y a rien vraiment à attendre de ce côté-là. Et effectivement, le côté de l'enseignement de l'arabe, mais il faut bien oublier, parce que moi j'avais vécu la chose avec l'enseignement du portugais. Il s'était passé la même chose. C'est-à-dire que les demandes de parents portugais pour que leurs enfants puissent prendre en deuxième langue la langue portugaise avaient été refusées par l'éducation nationale sous prétexte de communautarisme. Bon, dont acte. Les Portugais, c'est une communauté plus délimitée. Ils ont contrevenu, il y avait des associations, etc. Mais dans le cas de l'islam, le côté religieux a fait qu'effectivement, ça a complètement changé la donne. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de parents qui sont ayants disent, effectivement, en même temps, combien de fois je l'ai entendu ça? Combien de fois? En même temps, il apprendra l'arabe et puis il apprendra la religion musulmane. C'est bon, voilà, une pierre de coups. Ils ont le droit. Mais je dis juste que l'État ne doit pas rester démuni par rapport à tout cela. Il y a une contre-offre à proposer. Vous avez raison sur la question ils ont parfaitement le droit d'enseigner l'arabe. Mais il y a une autre façon d'enseigner l'arabe, de façon, allez, je vais oser le gros mot, de façon républicaine, ouverte, non confessionnelle, etc., qui n'est pas forcément incompatible avec l'existence d'un enseignement dans des structures privées. Je dis juste que l'État ne doit pas rester sans rien faire. Parce que je pense que dans 5 ans ou 10 ans, on entendra parler encore de ces structures, on se dit, bon, on n'a rien fait, on n'a pas contrôlé, etc. Et encore, je ne visais pas les lieux de culte, je parle des petites associations qui ne proposent qu'officiellement un enseignement de l'arabe, mais qui font passer un certain nombre de messages à travers cet enseignement. Dans les lieux de culte, bon, on a un peu plus de moyens de contrôle. Mais dans ces associations-là, ce sont les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. 80 000 enfants. Voilà. Oui, allez-y. Alors, de comprendre quel arabe enseigner, parce que je suis étudiante à l'INALCO, et on a plusieurs sections. On a la section arabe littérale, la section arabe Moyen-Orient, arabe maghrébin, mais de comprendre lequel enseigner, et également de filtrer en fait les inscriptions, parce qu'on a des personnes qui arrivent en cours d'arabe littéral en première année, on leur demande pourquoi ils sont là, pour apprendre à lire le Coran, en fait. On entend ça, sachant qu'on a l'INALCO, l'école de la République. Alors, la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'ils terminent l'année? Généralement, non. Voilà. Moi-même, j'ai renoncé à l'espagnol quand j'étais étudiant à Sciences Po. C'était la période où on proposait le japonais, le russe et l'arabe. Et moi, ça a été une découverte extraordinaire, parce que j'avais un enseignant à qui je rends hommage, Jean-Marie Lesage, qui nous a fait découvrir la poésie, la philosophie, etc. Chose que dans ma socialisation, on ne m'avait jamais montré auparavant. C'est cet enseignement-là, moi, que je souhaite pour tous les élèves, mais les Paul, les Fatima, les Jean-Claude, etc., pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un héritage culturel absolument incroyable qui n'est pas donné à tous. Voilà, c'est cet enseignement-là. Mais on ne fera pas abstraction de la dimension religieuse. L'arabe est une langue liturgique religieuse. Ça, on ne peut pas le gommer. Ce serait même intrusif que de vouloir le faire. Je dis simplement que l'arabe peut être enseigné dans les écoles publiques, comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc., et que de toute façon, on y viendra. Voilà. Et c'est le seul moyen pour l'État
d'avoir un moyen de contrôle par rapport aux récalcitrants, aux fauteurs de troubles, etc. C'est la seule réponse idéologique et qui permet de répondre à une demande légitime de la part des familles. On ne peut pas leur dire « ben non, vous n'apprendrez pas cette langue. Si vous voulez l'apprendre, vous allez dans telle association, vous allez... » Bon, l'Institut du monde arabe propose un enseignement de qualité, mais qui n'est pas accessible à tous. Ils sont débordés, il n'y a pas assez de place, etc. Donc l'État doit proposer un enseignement de l'arabe ouvert. Et j'ai été confronté aussi à ce type d'étudiants qui arrivent avec des arrière-pensées religieuses dans l'enseignement de l'arabe. Bon, en règle générale, en deuxième année ou en troisième année, ils ne sont plus là. Hein. Donc la question est malheureusement réglée. Je suis totalement d'accord avec vous, mais vraiment, hein, sur tout ce que vous avez avancé. Mais en fait, on a des personnes qui arrivent dans des sections comme arabe maghrébin. Je suis en master maintenant en arabe maghrébin. Et les personnes en première année, en licence, sont là. Je suis là parce que je suis là. Je parle l'arabe, mais l'arabe cassé, en fait. Quand on parle d'arabe algérien, d'arabe marocain, d'arabe libanais. Et en fait, de placer toujours l'arabe littéral au-dessus, je trouve que c'est assez dommage parce que, en fait, cette langue a une consonance religieuse. Mais pas uniquement. Pour eux, mais parce qu'en fait, on voit bien que déjà M. Devels, qui enseigne la littérature, on voit que la littérature est magnifique, qu'elle soit maghrébine ou issue du Moyen-Orient ou de l'arabe littéral, on voit qu'elle est magnifique, mais des personnes avancent que l'arabe littéral est vraiment une langue parfaite, alors qu'on a d'autres choses qui sont magnifiques également à côté, d'autres arabes qui sont issus de l'arabe littéral, bien sûr. Non, mais on va pas, ce débat existe depuis très longtemps. On ne va pas le trancher, mais de toute façon, il y a aussi, j'imagine, parmi ces étudiants, le choix, à mon avis, pardon de vouloir généraliser la question, mais il y a aussi dans l'enseignement supérieur un gros problème d'orientation. On choisit pas d'enseigner, enfin, on choisit pas de suivre un enseignement en arabe maghrébin, etc. En règle générale, c'est qu'il y a eu un défaut d'orientation. Ou alors par souci d'identité, de refuge identitaire, etc. Ça existe aussi. Hein. Mais ça ne remet pas en cause ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que l'État ne doit pas rester inactif ou proposer... Alors oui, Najat Vallaud-Belkacem est celle qui est allée un peu plus loin en remettant un peu d'ordre. Mais pour moi, il n'y a pas... De la même façon qu'on doit refuser les imams qui viennent de l'étranger, c'est mon point de vue, on doit refuser les enseignants qui enseignent l'arabe qui viennent de l'étranger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont français, on leur propose des enseignants français. Voilà. Il y a des imams français, ils ont toute leur place dans les associations culturelles. Il va falloir couper le cordon à un moment ou à un autre, et c'est à l'État de jouer son rôle et de ne pas laisser faire. C'est pour l'arabe comme pour les imams dans les mosquées. Merci. Une question? Oui, allez-y. Bonjour, merci pour vos interventions. Ma question est la suivante. Je me base sur une expérience personnelle. J'ai grandi dans un quartier mixte à tout point de vue, socialement, culturellement. Et on a traversé des événements un peu choquants, parce que bon, j'étais en primaire pendant les attentats du 11 septembre, entre autres. Et on vivait dans un milieu où on ne se posait pas ces questions-là d'appartenance. Il y avait des gens d'origine turque, française, musulmans, chrétiens. Bon, mais c'était acquis de fait. Et après, au collège, je suis passé donc dans un quartier un peu plus huppé, dans l'enseignement privé. Et des questions qui ne se posaient pas quand j'étais dans le public, dans un endroit mixte, ont commencé à se poser sur la différence, sur le regard vers d'autres communautés, l'islam évidemment entre autres. Ma question est la suivante, quelle stratégie peut-être pour l'État, dont l'éducation nationale, un petit peu pour déterritorialiser, c'est-à-dire faciliter quelque part la mixité sociale, culturelle, et un petit peu permettre à des gens de milieux, de cultures différentes de se croiser à l'école, entre autres. Hein, voilà. Alors je ne sais pas si en quelques minutes vous aurez de quoi y répondre, mais c'était un petit peu ce que je me demandais. Il y a un spécialiste de la carte scolaire dans la salle ou pas? Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a un volet mixité sociale dans le projet de loi, donc c'est pas totalement sécuritaire.
Mais il y a un volet mixité sociale. Mais d'après ce que j'ai compris, mais j'ai pas d'enfant à cet âge-là, mais je crois que à Paris, on a un durcissement de ce point de vue-là sur la question de la sectorisation pour les lycées, fin collège, lycée, qui remettent en cause, en fait, en grande partie, l'objectif de mixité sociale. Mais bon, la mixité sociale, c'est un débat qui est vieux, qui en veut, quoi. J'ai pas de réponse. Il y a un aspect busing, vous savez, comme l'ont fait aux États-Unis pour mélanger les populations noires et les populations blanches. Ça n'a pas été un grand succès quand même, parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil que de vivre dans le même quartier comme vous l'avez vécu, quoi. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas, la règle n'est pas automatique. C'est que, bon, je prends l'exemple de Marseille que je connais un petit peu, la plupart des parents musulmans des quartiers nord, dès qu'ils peuvent, mettre leurs enfants dans des lycées privés et autant que possible catholiques. Donc vous voyez que c'est vrai qu'il il faut pas trop systématiser. Alors là, dans votre cas, effectivement, c'est tout à fait intéressant, puisque c'était un quartier où, effectivement, il y avait un milieu social, alors évidemment, qui n'était pas un milieu populaire. Donc, mais si vous voulez, les écoles libres, pour le moment, c'est pas le vrai objet. Le vrai objet, c'est les sociétés elles-mêmes qui se structurent, qui se séparent et qui se concentrent et qui se parcellisent. Les fameux archipels français. Et donc ça, effectivement, c'est un sujet qui dépasse largement, si vous voulez, la question de la mixité sociale. Maintenant, bon, c'est pour ça que je voulais parler effectivement des objectifs qui se sont donnés à Paris d'État, c'est par rapport à cet objectif qui était la fondation de l'Islam de France. La fondation de l'Islam de France, c'est pas simplement un organisme qui est en dirigé envers les musulmans, bien sûr, ça les presse beaucoup, mais c'est aussi en direction des non-musulmans. C'est qu'effectivement, la fondation et l'actuel président Khaled Bencher en a bien conscience, c'est très bien. Il a monté des universités populaires, que je trouve populaires de nom, mais qui effectivement restent quand même encore assez élitistes et peut-être pas une activité aussi débordante qu'elle était celle qui était prétendue au départ, mais effectivement est un des endroits à partir desquels il y a eu des petits plots qui ont été faits, des petites formations, mais que ce soit quelque chose qui sort de l'élitisme et qu'effectivement, qui fasse comprendre, qui transmette effectivement tout ce qui est ce qu'est l'islam, etc. Et donc, du coup, pas seulement l'aspect religieux, l'aspect civilisationnel, etc., etc. Et ça, c'est un des aspects. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a une éducation populaire aussi dans le sens noble du terme, pour que les adultes, les enfants, effectivement, puissent avoir accès à cette connaissance de l'islam. Je pense que là, c'est l'heure de finir, mais j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces questions à rester dans la salle pour la rencontre suivante qui s'intitule « École et intégration ». On continue. Merci à tous, aux intervenants et au public. Est-ce que je peux dire un dernier mot, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je voudrais simplement rendre hommage au recteur de la Grande Mosquée de Paris pour le geste qu'il a fait hier. Chapeau. Je crois qu'il faut le dire, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'il a fait. Ouais. C'est le fait d'avoir invité Mila, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'était très courageux. Oui, oui.